Washington installera des camps de réfugiés en Irak même. Moscou refuse de son côté la création de zones de sécurité pour les Kurdes d'Irak. Ce rejet révèle les désaccords au sein de la communauté internationale sur le statut de la minorité kurde qui réclame un État et qui n'aurait droit, si les grandes puissances se mettent finalement d'accord, qu'à une enclave. Le mot n'est d'ailleurs pas très heureux, il fait penser à une réserve. Mais ces discussions restent pour l'instant théoriques. L'urgence aujourd'hui pour les centaines de milliers de réfugiés kurdes, c'est d'abord manger, dormir, s'abriter, survivre. Jean-Paul Giroir. Leur bébé vient de mourir. Encore un dans ce camp. La nuit dernière, comme les précédentes, des dizaines d'enfants, essentiellement des nourrissons, n'ont pas résisté à la faim, aux dysenteries et aux conditions climatiques terribles qui s'acharnent sur les réfugiés kurdes. Dans les différents camps, les premières missions humanitaires tentent vaille que vaille de mettre en place des hôpitaux de fortune et de coordonner leur distribution de vivres, d'abris et de médicaments. Mais le plus souvent, ces tentatives d'organisation achoppent face au flot incessant de réfugiés qui chaque jour continuent d'arriver par milliers dans les camps. Illustration épouvantable de cette multitude affamée, ici, au camp d'Ouloudéré, un parachutage de vivres vient d'arriver. Les soldats kurdes turcs tentent de dissuader la cohue en bastonnant les Kurdes et en tirant en l'air. En l'air, mais mal, accidentellement, un Kurde qui se ruait sur la nourriture a été tué d'une balle dans la tête. L'ampleur du drame qui frappe leur peuple ne semble pourtant pas avoir entamé la détermination politique des Kurdes. Toujours selon l'Iran, le soulèvement continue. Les résistants kurdes auraient repris plusieurs positions aux troupes de Saddam Hussein. Et ces images que tous les pays reçoivent et regardent incitent les organisations humanitaires à se mobiliser d'une manière intensive. C'est le cas en France. Pour faire face à la situation, MSF avait lancé un appel à tous les médecins ou infirmières volontaires pour qu'ils se rendent dans les camps de réfugiés. La réponse a été rapide et massive. 1500 bénévoles se sont présentés en quelques jours et les premiers sont partis dès hier soir. Reportage de Dominique Dumas et Hervé Gutmann. Sac de voyage souvent bouclé à la dernière minute, les volontaires de Médecins sans frontières ont répondu nombreux à la détresse du peuple kurde. Voici les derniers départs de nuit, des jeunes venus de la France entière, parfois aussi des moins jeunes, qui en pleine retraite reprennent du service. 1500 demandes avaient été enregistrées, 200 sont sûrs maintenant de partir au cours des prochains jours, voire des prochaines heures, vers l'Iran ou la Turquie. Cet après-midi, au siège parisien, on fait le point, revue du matériel disponible, visa en cours et surtout les horaires des avions à prendre. Il y a urgence, comme le dit Christophe, qui doit partir dès demain. Les besoins sont là, sont pressants, et le temps notamment que l'aide humanitaire s'organise, on attend un petit peu et on se trouve face à une situation, je dirais, où nous sommes démunis des moyens matériels, de moyens médicaux, et je crois que là de nouveau nous devons lancer un appel vers la communauté internationale pour que chacun d'entre nous nous mobilisions pour répondre à l'appel des Kurdes. Je crois que c'est vital pour le maintien de cette population et pour éviter de nouveau un nouveau génocide. Grâce à MSF, 50 personnes et 200 tonnes de matériel sont déjà parties vers la Turquie, 60 tonnes vers l'Iran où 20 personnes sont arrivées, une dizaine devraient les rejoindre demain. Comme le disait Christophe, qui a connu des situations difficiles au Nicaragua et en Iran, il faudrait multiplier les efforts à l'échelle de la planète. Les membres de MSF sont prêts, leurs photos sont là pour nous le rappeler. En Europe, la situation se dégrade à nouveau en Roumanie, à quelques jours de la visite de François Mitterrand. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont en effet manifesté à Bucarest, mais aussi à Timișoara et dans d'autres villes du pays. Mobilisation de l'opposition face au régime de Ion Iliescu. Les manifestants, vous le voyez, ont réclamé des élections anticipées. Pour certains, le retour du roi de Roumanie. Peu après, on a appris que le gouvernement pourrait être remanié très prochainement. Inquiétude en Italie, l'explosion d'un pétrolier chypriote hier au large de Gênes a provoqué une marée noire qui pourrait s'étendre et qui déboucherait sur la plus grave catastrophe écologique en Méditerranée. Pour le moment, des bateaux de lutte anti-pollution tentent de contenir la nappe avec des barrages flottants, mais les spécialistes sont très pessimistes. Le tanker coule en effet sans que quiconque puisse vraiment intervenir. Didier Auriac. Un rideau de feu de plusieurs centaines de mètres de large, un bateau qui coule lentement. La situation semble très critique au large de Gênes, après l'explosion survenue hier midi à bord du pétrolier chypriote le Haven. Une explosion qui a causé la mort de 5 marins et blessé gravement 11 autres. Pour l'instant, les pompiers ne sont toujours pas parvenus à éteindre le feu qui fait rage à bord du navire. Pendant ce temps, le pétrole continue à s'écouler. Déjà 20 000 tonnes se sont échappées dans la mer.
Mais le plus grave est sans doute à venir. En effet, si le Haven sombre avec tout son chargement, ce sont alors 140 000 tonnes qui se répandront. Il s'agirait alors de la plus grave marée noire jamais survenue en Méditerranée, la deuxième plus importante en Europe après celle de l'Amoco-Cadiz. Tous les moyens ont donc été mis en œuvre pour tenir le Haven à flot jusqu'à l'extinction de l'incendie. Des spécialistes britanniques de la lutte anti-pollution sont même arrivés à Gênes pour aider les Italiens. Ils sont... Un accident s'est produit dans un autre pays méditerranéen, la Grèce. Une explosion a retenti à bord d'un pétrolier également dans le port d'Éleusis près d'Athènes. 15 personnes ont été blessées. Le retentissement provoqué par la loi d'amnistie en France et par le financement des partis politiques aura au moins servi à quelque chose. Il profitera aux magistrats qui militent depuis de longues années pour une véritable indépendance à l'égard des gouvernements successifs et qui l'obtiendront sans doute grâce aux promesses du ministre de la Justice, Henri Nallet. Le garde des Sceaux veut en effet proposer dans quelques semaines une réforme du statut de la magistrature, un projet de réforme qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Mais les réactions sont déjà très partagées au sein des magistrats. Albert Ripamonti. L'indépendance passe par la transparence dans toutes les décisions. C'est pourquoi le rôle des syndicats de magistrats va se trouver accru par la réforme. Concernant les carrières d'abord, les syndicats auront davantage voix au chapitre dans la commission d'avancement. Pour les nominations ensuite, ils seront consultés à travers une nouvelle instance, la commission du parquet. Enfin, garde-fou supplémentaire, toutes les nominations interviendront après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a véritablement des garanties quant aux prises de décision, quant au mode de désignation des magistrats. Et sur certains points, le pouvoir politique a en effet accepté, je dirais, un certain encadrement de ces décisions. Il y a des avancées réelles, il y a des points positifs. Ça ne va pas partout très loin, mais il y a véritablement un effort qui est fait. Pilier de l'institution, le Conseil supérieur de la magistrature ne sera pas bouleversé. Les magistrats de base ne seront vraiment consultés que sur 2 sièges, or il y en a 9. D'où l'insatisfaction des juges classés les plus à gauche. Il n'est pas touché véritablement à l'économie du système, à savoir qu'il y a quelques aménagements, mais qui ne changent rien au fait tout d'abord que c'est le président de la République seul qui choisit les membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui les nomme. Et puis au fait que ce Conseil supérieur de la magistrature restera composé d'une manière non pluraliste. Le texte viendra en principe le 24 avril au Conseil des ministres. Il pourrait être présenté dès le 15 mai aux parlementaires. Le garde des Sceaux a l'intention en tout cas d'aller vite. Et Raymond Barre a donné son sentiment au micro de France Inter sur la nécessaire indépendance de la justice. Ce que j'ai dit, c'est qu'il était nécessaire que le parquet ne reçoive plus du ministre l'ordre de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il faut bien sûr veiller à ce que cela n'entraîne pas des débordements de la part de certains juges qu'évoquait M. Fraîche, et je pense qu'il y a des formules que l'on peut trouver, mais si l'on veut que la justice n'apparaisse pas comme dans les mains du pouvoir, il est indispensable de revenir sur ce point fondamental de la chancellerie, du ministre juge de l'opportunité des poursuites. Et Raymond Barre, toujours franc-tireur, a tenu à préciser les primaires au sein de l'opposition n'empêcheront pas ceux qui n'acceptent pas cette formule de se comporter comme ils l'entendent. Notre invitée ce soir, Sophie Coignard, bonsoir. Bonsoir. Auteur d'un livre dans une collection qui réapparaît chez Robert Laffont. Ce jour-là, vous avez choisi comme jour, comme l'indique votre livre, le 10 mai 1981. Pourquoi ? Eh bien parce que je crois que c'est un jour dont tout le monde se souvient, chacun a un petit souvenir du 10 mai 81. Alors toutefois si certains ne se souvenaient plus ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien c'est le jour où François Mitterrand a été élu président de la République et où il a été élu à peu près contre tous les pronostics et contre toutes les attentes des spécialistes comme de l'homme de la rue finalement. Mais c'est aussi une façon originale de réveiller la mémoire de ceux qui l'ont perdu. Tout à fait. Et ça a beaucoup réveillé la mienne quand j'ai mené mon enquête parce qu'il se trouve qu'on a vraiment oublié tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire à la fois l'espoir terrible, la joie des uns, la peur des autres qui a fait immigrer un certain nombre de gens aux États-Unis, ce qui semble effarant aujourd'hui. Enfin bon, alors, une époque qui paraît vraiment révolue. Et justement, c'est aussi une autre façon de faire le point 10 ans plus tard, c'est une sorte d'anniversaire. Alors votre livre fourmille de petites histoires croustillantes, je vais laisser au lecteur le soin de les apprécier, et ces histoires font la grande histoire. Et on a le sentiment, en le lisant, que tous ces socialistes
à commencer par le premier, était sur un nuage rose, il y a 10 ans. Tout à fait. Il suffit de retrouver un document qui était les 110 propositions du candidat Mitterrand pour se rendre compte qu'effectivement, il y avait une espèce d'utopie, je dirais, dans la façon dont il comptait gouverner la France. Et relire ces 110 propositions 10 ans après est vraiment très amusant. Alors justement, puisque vous les avez relus, que reste-t-il 10 ans plus tard? Est-ce que François Mitterrand est toujours socialiste, vous qui suivez ces affaires? Bien, écoutez, moi je ne veux pas me prononcer du tout. Ce qui est certain, c'est qu'on voit par exemple qu'on parlait à l'époque dans les 110 propositions de faire la paix au Proche-Orient, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait merveilleux, avec qui tout le monde est d'accord, mais qui semble un petit peu velléitaire, peut-être on parlait de choses comme ça. Alors je crois que l'expérience du pouvoir, forcément, a tendance à rendre plus réaliste et donc à faire preuve de pragmatisme. Mais vous avez le sentiment qu'en fait tout a changé chez les socialistes, pas forcément la vie, ou pas Alors forcément la voilà, France. on disait changer la vie. Moi, je pense que la vie a beaucoup changé au Parti socialiste, essentiellement. Mais bon, par exemple, je reprends la proposition 50 parce qu'elle me semble d'actualité, qui disait la justice sera appelée à faire toute la lumière sur les affaires dans lesquelles ont été mises en cause des personnalités publiques. Ce qui était vraiment sincère, je pense, de la part des socialistes. Ceux que j'ai interrogés, j'en ai parlé, c'était vraiment sincère. Et puis à l'épreuve du pouvoir, on s'aperçoit que quelquefois c'est plus compliqué que ça. Alors précisément, on sait qu'ils ont changé sur le terrain économique, sans doute fort heureusement, pour eux-mêmes et pour le pays. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé, cette dimension morale. Ils vont peut-être essayer de la retrouver à la fin du septennat. Rendez-vous dans quelques temps. Ce sera un autre jour peut-être chez Robert Laffont. Merci Sophie Coignard. Merci. François Michelin, le patron le moins bavard de France, est désormais contraint d'apparaître et de parler pour s'expliquer sur le nombre impressionnant de suppressions d'emplois. Et François Michelin l'a affirmé clairement, sa firme restera à Clermont-Ferrand et conservera sur place 18 000 salariés. Mais les syndicats sont toujours très sceptiques et appellent à une mobilisation de la population mardi prochain. La ville est en effet sous le choc. Marie-Hélène Tichou. Clermont-Ferrand et Michelin. Clermont-Ferrand inquiète après l'annonce des suppressions d'emplois. Le patron Michelin et le maire après la réunion du conseil municipal où ils ont parlé de l'avenir de la cité. Le patron le plus secret de France et les journalistes, François Michelin, parle pour demander le silence, le calme de la ville si elle veut séduire d'autres industriels. Ce point important a été souligné, c'est que la manière dont le plan social sera réalisé, le silence dans lequel il pourra être fait, la qualité des contacts est extrêmement importante si nous voulons que les industriels qui veulent s'installer à Clermont plus tard ne soient pas effrayés par des mouvements qu'ils ne comprendraient pas. François Michelin qui rassure la ville, la firme ne partira pas et à la fin du plan social, il restera selon lui 18 000 salariés. Des syndicalistes étonnés qui se demandent par quelle addition leur patron arrive à ce chiffre. Les syndicalistes un peu seuls, difficile de mobiliser les salariés. Les salariés qui attendent le comité central d'entreprise de mardi prochain. Ce jour-là, tous les syndicats demandent à la population de se mobiliser. Les anesthésistes réanimateurs des hôpitaux publics ont cessé le travail aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'état d'âme, ils souffrent de leurs conditions de travail. Et partout, à Paris comme en province, le mouvement de grève a été massivement suivi, de 80 à 100% de grévistes selon les hôpitaux. Seules les urgences ont été assurées. Une mobilisation qui donne la mesure du mécontentement de cette profession. Reportage à l'hôpital Tenon à Paris, Agnès Molinier et Bernard Branque. Les portes des blocs opératoires ne se sont ouvertes aujourd'hui que pour les urgences. Les anesthésistes réanimateurs ont décidé de s'arrêter pendant une journée pour protester. Nous dénonçons effectivement essentiellement nos conditions de travail. Par exemple, il faut savoir qu'un médecin anesthésiste passe en moyenne dans sa vie, dans sa carrière, il passe 7 années, voire 10 années en garde, c'est-à-dire loin de chez lui, loin de ses enfants, loin de sa femme, loin de ses proches, loin de ses loisirs. Les anesthésistes réanimateurs sont les médecins des salles d'opération et ils veulent montrer aujourd'hui que leur travail est une vraie spécialité. Dans les hôpitaux publics, ils représentent 30% des praticiens. Pour leur syndicat national qui appelle à la grève, il s'agit par exemple de doubler les postes de garde, d'intégrer les primes au salaire, bref, d'obtenir un vrai statut pour éviter la dégradation du service public. Lorsqu'on est tout seul, c'est difficile, on est très actif et quand on est actif depuis 7 heures le matin pour faire son programme réglé et qu'on prend sa garde à 17 heures dans notre hôpital et qu'on continue jusqu'à 4h30 du matin, eh bien j'ai bien conscience quand même que dans ces conditions-là, je suis quand même dangereux pour les malades. Les anesthésistes demandent un aménagement de la réforme hospitalière, discuté en ce moment au Parlement. Selon eux, il y a urgence. Ils menacent même de reprendre leur mouvement et de continuer jusqu'au mois de juin. Vaux-en-Velin, Argenteuil, Sartrouville, ces villes de banlieue ont fait la une des journaux ces derniers temps à la suite d'incidents violents.
Mais le calme qui règne dans les autres cités est souvent trompeur. Les mêmes problèmes se posent, si bien que certaines municipalités tentent de les résoudre avant même tout dérapage. C'est le cas d'Alès, dans le Gard, où le sentiment de ghetto et de ségrégation peut prendre fin grâce à une initiative originale. L'idée est simple, installer des chambres universitaires dans un quartier défavorisé. Pour le moment, ils ne sont que quelques étudiants à vivre en plein cœur de la cité des Cévennes. Mais en septembre, l'expérience sera élargie, même si au départ, les choses ne sont pas toujours faciles. Reportage sur place d'Hervé Guéquière et Georges Minangua. Alexandre, 19 ans, étudiant en mathématiques supérieures, vit depuis quelques jours aux Cévennes, la cité la plus défavorisée d'Alès. Avec 3 autres copains, il s'est installé dans la nouvelle maison des élèves, initiative des HLM de la ville pour réhabiliter le quartier. Parce que les Cévennes, ce sont 600 logements dont 300 vides, 50% de la population d'origine étrangère, 60% de chômeurs, sans compter une très mauvaise réputation. Quand j'ai aménagé ici, il était, je sais pas, 11 h du soir. J'avais ma voiture, bon sur le coup je veux dire j'ai appréhendé quoi, j'avais mes affaires à déplacer, je suis rentré par derrière, j'avais personne. Bon après je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais très bien pu aménager par devant, mais en fait sur le coup le premier jour j'ai appréhendé c'est sûr. Dès la rentrée scolaire prochaine, 60 étudiants vont habiter aux Cévennes, mais les jeunes de la cité restent sceptiques sur cette opération. Pour nous ça n'apporte rien quoi. Faut discuter peut-être. Si les étudiants viennent ici rien que pour se coucher et repartir de suite au lycée, c'est pas la peine. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui serait bien que... Ce serait bien qu'il y ait une sorte de, je sais pas moi, de point rencontre où on pourrait tous se voir, discuter, faire des choses ensemble, je sais pas. Comme il parlait d'un truc là, un bar, piano-bar là, je sais pas quoi. Ça serait bien qu'il se fasse ce truc. Mais pour l'office HLM d'Alès, pas question de créer un ghetto étudiant au cœur de la cité. Nous avons voulu que cette maison soit également un point d'activité. C'est pour ça que tout le rez-de-chaussée et le sous-sol ont été gardés pour une zone d'activité. La maison des élèves peut être l'amorce du changement tant attendu à la cité des Cévennes. De toute façon, il faut que le quartier il évolue. Il n'y a rien à faire et il est en train d'évoluer. Je vois les années devant, super ici. Ce sera un quartier chic pour des jeunes chocs. Voilà. Le monde du rugby assiste à une mêlée feutrée au sommet, autrement dit à une bagarre pour la conquête de la présidence de la fédération entre Albert Ferras, le président sortant, et le challenger Robert Papa-Ramborde. Le premier est un ancien 3e ligne, le second est un ancien pilier, le choc est rude. Et si Papa-Ramborde remplace Ferras, autant dire que la fédération va vivre une révolution. Il faut dire qu'elle est dirigée depuis 22 ans par le même président, mais les rénovateurs pourraient transformer l'essai. Alain Dorgance et Bernard Branc. La crise qui affecte le rugby français connaîtra demain son épilogue avec l'élection d'un nouveau comité directeur. Albert Ferras, président depuis 22 ans, a vu sa gestion autoritaire et protectionniste battue en brèche par Robert Papa-Ramborde. L'ancien pilier du 15 de France, catalyseur des mécontents, s'est retrouvé vite à la tête d'un mouvement de contestation. Il a osé soulever le couvercle de plomb qui étouffait le rugby français. Son projet, conférer au rugby plus de liberté, plus de démocratie, puis procéder à des réformes sportives, financières, enfin instituer en faveur du joueur un statut social. La République cassoulet, dirigée de main de fer par Albert Ferras, implosera-t-elle? Le président sortant, candidat à sa succession, bénéficiant d'un capital d'estime pour l'ensemble de son œuvre, s'est allié avec Jean Fabre, dont son cheval de bataille est la modification du système électif. À la fin de l'année, l'ancien président du Stade Toulousain deviendrait le successeur désigné d'Albert Ferras. La liste Ferras-Fabre représente l'électorat rural et conservateur, alors que celle conduite par Robert Papa-Ramborde a des vertus réformatrices. 1728 clubs, soit 6754 voix, devront choisir les 35 membres du nouveau comité directeur parmi les 71 candidats. Le comité directeur élu élira ensuite un nouveau président. Quel que soit le verdict des urnes, la Fédération française de rugby s'engagera dans une ère nouvelle, brutalement si Robert Papa-Ramborde l'emporte, en douceur si Albert Ferras joue une prolongation de 8 mois avant de passer le flambeau à Jean Fabre. Mais ce match capital pour l'avenir du rugby français s'annonce indécis. Nos acteurs fétiches deviendraient-ils maso après Pierre Arditi qui se fait manipuler par une pléiade de femmes dans Plaisir d'amour? Voici Jacques Weber qui accepte de se faire, diriger par un petit bout de femme, Isabelle Nanty, qu'on avait remarqué dans Tati Daniel. Cette performance a lieu chaque soir au Théâtre de Nice pour l'extravagant Mister Labiche, 2 courtes pièces où Weber, le directeur du théâtre, subit donc une mise en scène avec apparemment beaucoup de plaisir. Reportage de Dominique Poncet et Jean-Jacques Ledoy.
Le pianiste, tout à l'heure, il vient à 7 h, donc il y aura tous les comédiens. On pourra peut-être se revoir avec toi, l'histoire des saluts. Il faut se méfier des petits bouts qui ont généralement une autorité diabolique et une espèce de sérénité incroyable. C'est souvent le cas. Non, mais je crois d'abord elle est fraîche. Quand un elfe blond d'à peine 1,60 m rencontre un ténébreux escogriffe de près de 2 mètres, ils forment parfois des projets insensés. Lui, par exemple, accepterait de se laisser diriger par elle, et elle, avec une belle audace, en profiterait pour lui faire jouer dans une même soirée et les nourrices de campagne et les séducteurs égarés. Et cela aboutirait à un Jacques Weber délirant dans du Labiche. Je vends le frère de lait pour faire des gants, j'achète un biberon. Et j'offre leur premier repas à mes enfants. Et alors là-dessus, des choses du 47, alors tout chez lui est du 47. Et ce que j'aime bien, c'est quand tout d'un coup, il délire sur scène et que c'est chose du 47 aussi. Oh, bah alors que s'il est possible, alors une petite fille qu'on soit vraiment comme une vraie demoiselle et qu'on a esprit comme un notaire, alors... Vous soyez au travaux les plus grossiers. Mais jamais. Je me suis, au début, quand même un peu écrasée, puis petit à petit, c'est devenu un rapport normal. Bah non, Jacques, tu fais plutôt ça. Qu'est-ce que t'es bien quand tu fais ci C'est bête de se laisser passer comme ça. Ah ça, monsieur, c'est donc une maladie. On se marre bien, ouais. Ben, avec toute l'équipe. À la cascade, allons-y tous, amis. Là-bas, c'est sûr, vous trouverez mon mari. Je vous assure que votre femme au retour aura la robe de velours. Les sœurs de la Madone de l'Angélus dans le Cher ont des fins de mois difficiles. La prière intensive et quotidienne n'a pas résolu leurs problèmes. Alors elles se sont reconverties avec la bénédiction de Dieu tout de même. Et pourtant la reconversion peut surprendre. Jusqu'alors elles cultivaient des céréales. Elles élèvent maintenant des chevaux de course. Reportage à Orléans d'Anouk Erabédian. Cette exploitation agricole, on ne sait pas combien de temps on la gardera. Hein, parce que bon, on n'est pas non plus, on a déjà vendu pas mal de choses parce qu'on a des sœurs âgées, parce que ça coûte très cher. Et bon, c'est pas, je ne sais pas qu'est-ce que ça rapporte ces chevaux. Mais voyez-vous, ici, hein, on n'avait pas de quoi vivre. 260 hectares de culture et désormais 5 juments et 2 poulains, des trotteurs. Mais les religieuses insistent, les chevaux au départ, ce n'est pas pour l'argent. Dans mon enfance, donc dans ma propre famille, eh bien, on me parlait des courses et on disait qu'il y avait des gens qui misaient et qui quelquefois perdaient gros. Et alors c'était la ruine des familles. Et vous espérez qu'un de vos poulains devienne un grand crack? Pas un crack, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui court quand même. ce serait bien. Mais toi, tu viens quand il n'y en a plus. Une aventure qui vient d'elle, la sœur Jeanne, fille d'agriculteur, et de son amour pour les chevaux. Il y a quelques semaines, 2 des juments ont été saillies au haras de Méniljean, dans l'Orne. Michel Touré vous parlera du temps dans un instant. Bonsoir. À lundi, 19 h. Bonsoir. SR3 présente la météo.